Comment on passe du global au local pour sécuriser nos secteurs clés et bâtir une autonomie durable? C'est un sujet qui est absolument passionnant. Et c'est l'objet de notre table ronde qui a un triple objectif: rappeler notre responsabilité collective face aux défis de souveraineté, donner des clés de compréhension aux dirigeants et aux jeunes aussi, évidemment, et croiser les regards avec expertise académique, acteurs économiques et société civile. Et pour nourrir ce débat, j'ai le plaisir d'accueillir la directrice générale de Foodwatch France, le président du directoire des aéroports de Lyon et un professeur d'économie au Conservatoire national des arts et métiers. Merci d'accueillir Karine Jacquemart, Cédric Fechter et Sébastien Jean. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Soyez les bienvenus. Vous voulez pas retirer vos badges, messieurs? Vous les remettrez pour le cocktail. Il n'y a que Karine qui n'avait pas... Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. On va entrer tout de suite dans le vif du sujet avec vous, Sébastien Jean, professeur d'économie au CNAM. Vous allez nous apporter une grille de lecture claire pour distinguer économie durable, souveraineté économique, etc., qui sont souvent des notions compliquées. Parfois, on voit même que certains spécialistes rament un peu sur ces sujets. Pouvez-vous nous rappeler d'abord le contexte global de souveraineté économique aujourd'hui? D'abord, quand on parle de souveraineté économique, est-ce qu'on sait tous de quoi on parle? Pouvez-vous nous refaire un peu de pédagogie sur le sujet? Oui, alors, je crois que quand on parle de relations internationales, du point de vue économique, de souveraineté, on a une activité particulièrement mouvementée depuis le début de l'année, avec une accumulation de rodomontades, de volte-face de la part du président américain qui peuvent laisser penser à un mauvais show et qu'on peut avoir envie d'évacuer. Je pense qu'il faut prendre le temps de s'y arrêter pour essayer de bien comprendre ce que ça veut dire et puis aussi de le remettre en contexte. S'y arrêter parce que ce qu'on a vu depuis le début de l'année, ce sont des ruptures majeures de la part de l'administration américaine avec le multilatéralisme tel que les Américains l'ont construit. Trois ruptures de fond. Une rupture par rapport aux engagements, à la valeur des engagements internationaux des États-Unis, qui sont passés par pertes et profits assez facilement sur un certain nombre d'aspects. Une rupture avec l'intérêt, la valeur des alliances, dont Donald Trump montre bien que pour lui, les alliances, dans une logique purement transactionnelle, ça ne compte pas. Et puis une rupture aussi avec les valeurs démocratiques. On a tous en tête la leçon donnée par J.D. Vance et on a tous en tête l'écart par rapport à ce que nous, on reconnaît comme étant nos valeurs démocratiques. Tout ça, c'est très fort comme rupture par rapport à des principes qui ont organisé l'économie mondiale d'après-guerre. C'est pour ça que c'est important. Alors, la question suivante, bien sûr, c'est est-ce que c'est juste Trump? Est-ce qu'il faut juste attendre 1 an et demi, 2 ans qu'il perde les midterms ou alors 4 ans qu'il ait fini son mandat? Parce qu'après tout, normalement, il n'est pas éternel. Et là, je crois qu'il est important de faire un peu de travelling arrière pour remettre ça dans son contexte et comprendre ce que ça veut dire. Comprendre que c'est particulièrement important et marquant et structurant parce que ça ne vient pas isolément. Ça vient prolonger et accélérer des ruptures qui étaient là. Rupture aux États-Unis d'abord. Aux États-Unis parce que politiquement, on a une société américaine qui, d'une part, depuis déjà longtemps, plus d'une décennie, refuse d'assumer le leadership mondial dans le rôle qui avait été le sien après-guerre. Ensuite, deuxième aspect profond dans l'évolution de la politique américaine, c'est le caractère dysfonctionnel de la démocratie américaine. Trump, pour nous, n'est vraiment pas... Enfin, je ne pense pas qu'Adecco l'aurait embauché pour le job. À mon avis, il n'avait pas le CV. Mais quand Trump sera parti, on n'est pas du tout assuré que le prochain sera un bon candidat parce que cette démocratie, on voit bien qu'elle est complètement dysfonctionnelle. L'assassinat d'ailleurs récent de Charlie Kirk l'a bien rappelé. Ensuite, du point de vue économique, il y a aussi des ruptures, des changements, des bifurcations profondes, c'est-à-dire une société, une économie américaine qui de plus en plus se pose dans la confrontation par rapport à la Chine, et puis dans le repli. On n'a plus personne aux États-Unis pour vraiment vendre un projet fondé sur l'ouverture. Donc tout ça, c'est des changements profonds. Trump les accélère. Ils vont pas s'arrêter avec la fin de son mandat. Et puis, si maintenant on prend du recul, qu'on regarde la mondialisation dans son ensemble, il faut comprendre qu'on est dans une phase où, en gros, depuis la crise financière de la fin des années 2000, 2007, 2009, on a une accumulation de tensions géopolitiques qui est aussi une accumulation, une multiplication de l'interventionnisme des États.
Et tout ça, on aime bien en France penser que c'est la fin de la mondialisation, c'est la démondialisation, on la prévoit une fois tous les 6 mois. Mais la vérité, quand on regarde de près et sérieusement les statistiques, c'est que la mondialisation reste. Il y a certains excès d'avant-crise financière qui ont été effacés, mais si on regarde l'intensité des échanges, l'intensité des liens financiers, alors pas sur tous leurs aspects, mais sur la plupart, et ceux qui comptent, l'interdépendance reste extrêmement étroite. Ce qui nous met dans une situation qui est un peu sans précédent historique, en tout cas à cette échelle, où on a à la fois l'interdépendance et la rivalité, voire l'hostilité géopolitique. Et ça explique que progressivement, on voit remonter ce que dans l'entre-deux-guerres, on appelait l'arme économique. L'arme économique, historiquement, ça a souvent été l'embargo, voire le blocus avant. Il y a un peu des formes de déni d'accès au marché qui ressemblent à ça, mais on voit aussi se développer des formes qui sont radicalement nouvelles, qui sont des instrumentalisations ou des arsenalisations, comme on dit pour essayer de traduire le terme anglais weaponization, de nœuds critiques dans l'économie mondiale, c'est-à-dire d'espèces de carrefours incontournables. Le dollar dans le système monétaire financier international, le système SWIFT de transactions, enfin de communication interbancaire pour les transactions sécurisées, mais aussi des aspects très concrets, hein, c'est-à-dire les leaders dans la fabrication de semi-conducteurs, ou bien la Chine, l'industrie chinoise dans le raffinage des minerais critiques et des terres rares en particulier, ou dans les technologies vertes. Là, il y a des positions de force que les acteurs en position dominante instrumentalisent à des fins politiques parce que justement, on a cette conjonction d'interdépendance et de tension. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour le monde dans lequel on est et pourquoi ça nous amène à nous préoccuper de souveraineté économique? Parce que ça veut dire que la mondialisation, cette interdépendance très forte entre nos économies, elle ne peut plus être vue seulement avec des lunettes économiques. À la logique économique vient se surimposer, vient s'ajouter une logique géopolitique, voire sécuritaire. Et ça veut dire qu'en termes de gains aux échanges, par exemple, enfin, on ne peut plus raisonner sur les questions commerciales, seulement en termes de gains aux échanges. L'économiste américain Albert Hirschman parlait de concept classique de gains aux échanges. Il opposait ça au concept de puissance-dépendance aux échanges. On est obligé de regarder ces deux versants. Et la dépendance aux échanges, c'est souvent plutôt lié au coût de la rupture. J'ai parlé des terres rares, par exemple. On a expérimenté de première main depuis quelques mois à quel point la menace de la Chine d'arrêter de fournir les terres rares peut avoir un effet majeur. Mais en termes de gains aux échanges, en termes de valeur, c'est minuscule les terres rares. La Chine exporte pour moins de 3 milliards de dollars par an de terres rares. Donc il y a une disproportion complète entre la valeur économique et la valeur politique, même si bien sûr, en fait, souvent, c'est des produits fabriqués à partir de terres rares. Mais cette menace de couper les exportations, économiquement, ça devrait être rien. Et en termes politiques, c'est énorme. Beaucoup, voilà. ouais. Donc, on est obligé de décaler le regard, de regarder aussi la valeur stratégique des produits, qui explique pourquoi la Russie a ce rôle géopolitique, alors qu'en termes de PIB, simplement, si on a purement les lunettes économiques, c'est moins que l'Italie. On voit bien que dans l'équilibre du monde, la Russie aujourd'hui, elle pèse beaucoup plus que l'Italie. Et pourquoi? Parce qu'elle est plutôt spécialisée dans des produits qui ont une valeur stratégique très importante, pétrole, gaz, nucléaire, armement, aéronautique, blé. Hein. Donc tout ça, ça nous oblige disons, à prendre des lunettes qui sont aussi sécuritaires. Je termine juste en soulignant que tout ça, ça a évidemment des répercussions majeures pour les entreprises. C'est-à-dire que les entreprises aujourd'hui sont confrontées à un certain nombre de perturbations qui sont très problématiques et qui sont vraiment d'origine politique, comme des droits de douane qui arrivent inopinément sur un marché important, suivez mon regard, mais aussi des interdictions pour certaines exportations, soit de leur part, soit de la part de leurs partenaires, hein, de leurs fournisseurs, des restrictions sur les investissements, et puis même, dans certains cas, la mise en commun, ce qui sont les fondements communs, la mise en péril, pardon, ce qui sont les fondements communs de la mondialisation, l'accès à la mer, par exemple, la mer ouverte, en mer Rouge aujourd'hui, c'est remis en question, à l'information, peut-être demain à l'espace aussi, parce qu'on voit qu'il y a une gestion non coordonnée
de l'accès à l'espace. Donc tout ça, c'est un énorme défi pour les entreprises qui appellent à la fois de l'anticipation, de l'agilité et de l'assurance par rapport à ça. Et puis pour nous tous, un énorme défi collectif aussi pour nous Européens, en particulier étant donné notre histoire et nos constructions politiques institutionnelles. Le monde, l'Europe, la France, si on recherchait... Donc, finalement, qu'est-ce qui se passe? Par rapport au contexte posé, c'est l'État qui fixe les règles, qui fixe le cadre, et c'est les entreprises qui doivent exécuter? On a besoin vraiment de répondre d'une manière collective et d'une manière cohésive, j'allais dire. Chacun dans son rôle. À l'État, en effet, le collectif. À l'État, le rôle de coordonner, le rôle de remplir ses missions régaliennes de protection, mais aussi de fixation d'un cadre pour l'activité, pour la réaction et pour aller de l'avant. Donc, c'est très important que l'État joue ce rôle. Mais dans le même temps, l'État fixe le cadre, c'est plutôt aux entreprises, effectivement, pour le coup, d'être dans l'action et dans la mise en œuvre et dans l'agilité de la réaction par rapport à un contexte qui est perturbé et qui, par beaucoup d'aspects, est profondément dérangeant aussi. On va glisser doucement avec nos autres invités aussi vers la durabilité. Durabilité et souveraineté, c'est conciliable? C'est indispensable, il est indispensable de les concilier, d'abord parce qu'il n'y a pas de souveraineté si elle ne s'inscrit pas dans la durée. Et la durabilité, je pense que c'est donc indispensable pour matérialiser la souveraineté, mais déjà pour lui donner un sens. C'est-à-dire que pour qu'effectivement on réagisse de façon coordonnée, de façon pertinente à ces défis qui nous sont lancés finalement, il faut que on voit un sens dans le cap qu'on se fixe collectivement. Ensuite, il faut souligner aussi que la durabilité, on a l'habitude de la concevoir notamment sous 3 dimensions qui sont, là encore, j'insiste, à mon avis, vraiment complémentaires. La dimension économique, sociale et environnementale. Et je crois qu'il faut vraiment raisonner en termes de durabilité sur ces 3 aspects. Alors là, c'est magnifique parce que voilà, Karine Jacquemin réagit bien sûr. Je rappelle que vous êtes directrice générale de l'association Foodwatch France. Vous êtes auteur de Les dangers de notre alimentation, dérives et conséquences du système agroalimentaire sur nos vies. C'est aux éditions Payot. L'un de vos chevaux de bataille, c'est l'autonomie durable, qui passe, vous en avez la conviction, par la dimension alimentaire, qui est aussi un enjeu majeur de santé publique? Oui, absolument. Ce qui est très fort avec l'alimentation, et c'est le fil conducteur du livre et du raisonnement que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui, c'est que c'est totalement à la croisée des enjeux effectivement sociaux, de santé publique, économique, bien sûr, à l'échelle et des entreprises et du pouvoir d'achat des individus, et bien sûr environnementaux, et tout est absolument lié. Et tant qu'on n'adresse pas les choses de façon en cohésion et avec une vision cohérente, on n'y arrivera pas en fait. Et du coup, ce que je propose, et aux citoyens, citoyennes, et aujourd'hui à vous ici, et en fait à tous les maillons de la société, c'est de regarder un constat qui aujourd'hui est amer, on va en parler, mais qui n'est pas une fatalité, de résister à cet état de fait qui nous amène dans le mur, de réconcilier les entreprises, les agriculteurs, les consommateurs et ces enjeux environnementaux, d'écologie qui n'ont absolument pas à être opposés, c'est vraiment ça, fabriqué de toutes pièces, et de réinventer. Donc le constat, c'est lequel? Le constat, c'est qu'aujourd'hui, si je reprends la porte d'entrée de la question de souveraineté, la souveraineté alimentaire. C'est une définition des Nations Unies qui existe, vous le tapez, vous le trouvez dans mon livre, mais vous le tapez. Et la définition, c'est exactement le contraire de ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire que la définition, c'est le droit des peuples à décider de ce qu'ils mangent et de comment ils le produisent. Donc c'est en fait de la démocratie alimentaire. Et bien évidemment que si on demandait aux agriculteurs, pour la majorité agricultrice, et aux personnes ce qu'on veut manger et comment on veut le produire, on ne serait pas dans un système qui aujourd'hui nous enferme sans nous laisser le choix.
Tout ce que je dis est factuel. Je ne suis vraiment pas là pour mettre de l'huile sur le feu, je suis là pour qu'on se dise en conscience et en responsabilité, individuellement et collectivement, qu'est-ce qui se passe et comment ensemble on peut en sortir. Alors justement, comment on concilie l'individu et... parce que vous responsabilisez beaucoup les entreprises, notamment les grands groupes. Donc comment on concilie ça, la notion d'individualité et de... Aujourd'hui, on est dans un double mensonge. D'abord, on cherche à nous faire croire que la sécurité et la souveraineté alimentaire, pour assurer et pour pouvoir nourrir tout le monde, justement, il faut produire plus dans le système d'agriculture intensive que l'on connaît aujourd'hui. Et qu'il faut absolument utiliser plus de pesticides de synthèse et d'intrants de synthèse. Déjà, c'est un double mensonge parce que cette définition n'est pas la bonne, mais aussi parce que même stratégiquement, vous savez ici comme moi que ça n'a aucun sens, vu qu'on importe déjà la majorité des pesticides de synthèse et engrais de synthèse que l'on utilise. Donc, je n'ai pas compris où on était souverain dans cette logique mortifère. Mais surtout, le constat aujourd'hui, c'est qu'on a un agriculteur, une agricultrice sur 6 en France qui vit sous le seuil de pauvreté. On a la majorité des agriculteurs, des agricultrices qui voudraient être accompagnés dans une transition vers une agriculture plus durable. Et moi, je ne mets jamais le doigt contre les agriculteurs ou une forme d'agriculture qui a été imposée après la Seconde Guerre mondiale et qui a eu certains avantages. Mais aujourd'hui, il faut qu'on soit responsable pour le remettre en question et avoir une vraie transition. Surtout aujourd'hui, on est autocourant. Exactement. À l'autre bout de la chaîne, aujourd'hui en France, et je pense qu'aucun de nous dans cette salle ni ailleurs ne peut le tolérer, il y a plus de 11 millions de personnes qui sont confrontées à de la précarité alimentaire en France. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que bien évidemment, ça n'est pas une fatalité, c'est un système qui ne va pas. Et qu'est-ce qui se passe au milieu? Au milieu de cette chaîne, il y a quelques dizaines de multinationales. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire les entreprises c'est mauvais ou elles sont toutes mauvaises, mais il faut remettre les responsabilités partout où elles sont. Et donc il y a quelques dizaines de multinationales, je ne parle pas des PME, qui contrôlent une grosse partie de ce marché. Et puis, il y a des enseignes de la grande distribution qui se prétendent être les alliés des consommateurs, consommatrices et du pouvoir d'achat, mais qui mettent une pression sur la chaîne en fait, de production et la construction du prix énorme, comme vous le savez, et les 5 premières enseignes contrôlent 80% du marché. Ce qu'on a démontré avec Foodwatch et d'autres partenaires de la société civile avec plusieurs enquêtes, je vais vite, mais c'est important, ce sont des chiffres, c'est qu'en fait, malheureusement, ces acteurs-là ne jouent pas le jeu de la responsabilité sociale et de défendre les droits fondamentaux. Et en fait, ils ne laissent que très peu le choix aux personnes qui ont des budgets limités. Or, par ailleurs, l'économie fait que les budgets sont de plus en plus limités pour une majorité de nos concitoyens, concitoyennes. 2 enquêtes très rapidement. D'abord, on avait démontré, on s'était rencontrés à cette occasion-là, on a démontré fin 2023 qu'il y avait malheureusement des abus sur l'inflation des prix alimentaires. Au-delà de l'augmentation des coûts de production qui étaient réels, il y avait des marges très opaques et excessives. C'est le Fonds monétaire international à l'époque et la Banque centrale européenne qui l'ont dit. Ce ne sont pas des gros lanceurs d'alerte. Hein. Et donc quand ils disent, eux, qu'il y a un problème, c'est qu'il y a un petit problème. Et par ailleurs, nos enquêtes ont montré que, par exemple, sur les promotions en supermarché au début de l'année, on en a étudié de nombreuses, et 66% de ces promotions étaient sur des produits qui sont contraires aux recommandations de santé publique. Donc, tout ce que je veux vous dire ici aujourd'hui, c'est que ce n'est pas une question de à qui la faute, qui est responsable juste pour le plaisir. C'est juste de dire qu'on est dans une situation qui est intenable, que les entreprises ont besoin de stabilité et qu'il n'y aura pas de stabilité tant qu'il n'y aura pas davantage de justice sociale et environnementale, qu'on est dans une société où le discours a tendance, pour revenir à la question de la responsabilité, à diviser pour mieux régner, et on entend beaucoup ancré dans les cultures, mais moi je l'entends tout le temps aussi dans les ministères, la petite ritournelle de « c'est quand même parce que les consommateurs le veulent bien qu'ils achètent ceci ou cela » et c'est quand même une question d'éducation. Alors oui, il y a une responsabilité individuelle, mais il y a surtout, et les chercheurs le montrent, une responsabilité aussi de l'offre et de l'environnement sociétal et de l'offre des entreprises qui en fait réduit les choix et influence ces choix. Et c'est extrêmement important du coup qu'on reconnaisse chacune, chacun les responsabilités que l'on a, le rôle que l'on peut jouer ou pas. Mais aujourd'hui, moi qui suis confronté tous les jours à des lobbies d'industrie qui bloquent des lois de santé publique, comme par exemple sur les nitrites, on va peut-être y revenir après. Non, j'allais justement y revenir. N'hésitez pas à développer cet exemple maintenant. Les nitrites dans la charcuterie, par exemple. On sait que des alternatives existent.
Qu'est-ce qui bloque? Pourquoi? Avec un exemple très concret, c'est lumineux. Oui, absolument. Parce qu'en fait, ce que je voudrais qu'on fasse comme contrat social ensemble, qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui, c'est de dire c'est un droit fondamental. Il y a des droits fondamentaux, la santé publique, l'accès à une alimentation saine, choisie, durable, qui rémunère nos agriculteurs, qui soit aussi accessible pour toutes et tous. Et en fait, c'est la ligne rouge. Les profits des entreprises, ce que les entreprises ont envie de redonner à leurs actionnaires, tout ça, c'est des sujets. Mais là où je voudrais qu'on soit d'accord, et qui n'est pas le cas aujourd'hui, c'est là où il y a des droits fondamentaux, et la santé publique en fait partie. Ça doit être une ligne rouge, et on doit collectivement s'assurer que c'est respecté. Et j'y arrive tout de suite, mais juste un petit pas de côté. J'ai vu dans l'introduction aussi à la journée cette question, qui est brûlante et qui revient tout le temps, de dire c'est la responsabilité régalienne de l'État de s'assurer de la sécurité, mais aussi de la santé, de l'alimentation. Mais il se pose une question, quelle est la limite pour que l'État ne se substitue pas à l'innovation des entreprises? Je vous pose la question dans l'autre sens. Quelle est la limite des entreprises pour qu'elles n'empiètent pas sur le rôle, et même qu'elles le soutiennent, sur le rôle régalien de l'État de protéger les droits fondamentaux, la santé publique de tous nos concitoyens et concitoyennes, y compris l'environnement pour des raisons de biodiversité, mais aussi de notre outil de production de demain. C'est ça la ligne rouge. Et sur la question des nitrites, et je peux vous donner beaucoup d'autres exemples, on a là une industrie. Et vous connaissez très bien ces marques, Fleury-Michon, Herta, Madrange, c'est un exemple concret, mais je dis les noms parce que je veux qu'ils soient en responsabilité, qui vendent sur le marché, vous le voyez comme moi dans les supermarchés, des produits de charcuterie sans additifs nitrés, parce qu'il y a des documents, des dossiers, il y a des études scientifiques crédibles qui pointent du doigt des risques crédibles pour la santé. Donc ils savent faire et ils savent qu'il y a un sujet. Et moi je pensais qu'ils allaient accompagner notre campagne pour le faire interdire en France et en Europe, ces additifs. Et au contraire, ils se sont opposés au projet de loi qui pouvait permettre une sortie. Et encore une fois, nous, on ne demande pas la lune, on n'est pas hors sol. Donc moi, dans les ministères et avec ces industries, j'ai toujours dit, discutons ensemble, on est prêt à comprendre s'il faut plusieurs années, même selon les filières. Bien sûr qu'il faut accompagner l'industrie. L'idée n'est pas de demander quelque chose du jour au lendemain, mais accompagnons cette sortie. Eh bien, ils ont tout fait pour bloquer. Ils ont attaqué en justice notre partenaire Yuka, au tribunal de commerce parce que c'était beaucoup plus facile que d'attaquer Foodwatch ou la Ligue contre le cancer, surtout que tout ce qu'on dit est fait et sourcé. Et en fait, ils ont bloqué cette loi et encore aujourd'hui, on se repose sur un vague engagement volontaire des entreprises parce qu'il n'y a pas de loi et qu'elle a été bloquée. Je vous passe tous les exemples concrets et je les ai mis dans le livre, encore une fois, pas pour le plaisir, pour qu'on avance et qu'on sorte de cette logique. Les exemples du lobby des pesticides Phytéis qui systématiquement veut bloquer les lois avant, pendant et après, dès qu'une loi est votée pour réduire l'usage d'un pesticide par exemple, ils attaquent systématiquement devant le Conseil constitutionnel pour remettre en question. Ça suffit en fait. Moi je ne suis pas contre les profits des entreprises à condition qu'on respecte les droits. Et donc plaidez pour une co-construction justement oui, entre l'État, les entreprises, en fait et la société civile. Il y a plein d'initiatives. Enfin, que ce soit, bien sûr, on peut parler des scopes et des licornes quand on veut en tant qu'entrepreneur, entrepreneuse, vraiment aller dans l'intérêt général. Mais toutes les autres entreprises le peuvent et le font. Et quand vous parliez de territoire, c'est essentiel aussi. Il y a énormément d'initiatives à l'échelle des territoires. Il y a les fameux aussi PAT, les plans d'alimentation territoriaux. Il y a énormément d'initiatives où les citoyens recréent du lien social et les entreprises peuvent les accompagner. Saisissez-vous de ces initiatives et s'il vous plaît, aidez-nous. Aidez-nous à stopper les pratiques abusives de certains. Aidez-nous à ne pas jouer le plus petit dénominateur commun, parce que j'entends aussi beaucoup d'entreprises dire « oui, mais moi, si sur mon secteur, du coup, je suis plus transparent. Si sur mon secteur, j'accorde votre demande d'être plus transparent sur les marges, par exemple, pour que les agriculteurs soient mieux rémunérés et que les consommateurs puissent accéder à des produits sains. » Eh bien, je vais me retrouver dans une situation de concurrence qui est en fait déloyale. Eh bien, faites le premier pas quand même, travaillons en secteur, travaillons collectivement. Et bien sûr que la concurrence internationale, il faut aussi l'arrêter. On est les premiers à défendre les agriculteurs et à être contre l'accord, par exemple, entre l'Union européenne et le Mercosur. Il est en train de rentrer par la fenêtre au niveau de la Commission européenne. Je n'ai pas vu le président de la République le bloquer avec force. Donc bien sûr qu'on sera là aussi, acteurs de la société civile, pour protéger le fait que les normes sociales et environnementales ne soient pas alignées par le bas, mais par le haut,
ensemble. Mais aujourd'hui, les entreprises du secteur sur lequel je travaille, et particulièrement les entreprises qui comptent, vont carrément à rebours. Et c'est vraiment des millions de gens derrière qui sont malades, une biodiversité qui demain ne sera plus là, et je ne sais pas comment on va faire sans. En fait, c'est de l'intérêt général. Donc les intérêts du secteur privé, ok, mais jamais au détriment de l'intérêt général, et on en est loin, et vous le sentez, je suis inquiète. Je suis très inquiète, et j'aimerais savoir si c'est aussi partagé avec vous. C'est partagé ? C'est ça qui est bien, l'interactivité, c'est bien parce qu'on a un retour immédiat sur... J'ajoute que Karine Jacquemart disait qu'on se connaissait, car Karine Jacquemart est venue sur le plateau d'une grande émission que j'ai présentée sur le service public l'année dernière, un peu plus 18 mois, sur l'alimentation. Il y a une idée reçue qui est terrible, c'est que bien manger, c'est pour les riches. Et on pense d'ailleurs que les revenus modestes, ça ne les intéresse pas de bien manger parce qu'ils ont beaucoup d'autres préoccupations. C'est totalement faux. C'est-à-dire que la France entière, revenus très modestes, situation de précarité, revenus moyens, etc., et classe supérieure, tout le monde, sans exception, et toutes les études le montrent, aspire à manger correctement. Sébastien Jean, vous voulez faire... Oui. Pardon, et après, on passe à vous, Cédric Fechter. Pardon, juste un mot, mais je vais quand même vous donner un argument économique en plus, vu que je suis quand même au MEDEF à Lyon. Même d'un point de vue économique, le système actuel, notamment le système agroalimentaire dans lequel on est, n'a aucun sens. Je vous renvoie vers une étude de la FAO qui a chiffré mondialement, et après dans chaque pays, les coûts cachés de ce système aujourd'hui qui est délétère pour la santé, pour l'environnement et finalement pour toute la société. Ils ont chiffré à 160 milliards d'euros par an en France, dont les 3/4 liés aux problèmes de santé qui sont causés et qui sont évitables, ce montant-là. Et par ailleurs, du coup, quand j'entends que le MEDEF, les entreprises ne voudraient pas être la variable d'ajustement économique, et que je vois aussi qu'il y a 211 milliards d'euros qui ont été donnés, c'est la commission d'enquête, n'est-ce pas, sénatoriale, sans contrepartie. Là aussi, j'en appelle à la responsabilité et à des solutions ensemble. Quelles contreparties les entreprises peuvent donner pour justement éviter ces coûts cachés et contribuer à remettre l'intérêt général au milieu de l'équation. Voilà, une toute petite réaction, Sébastien Jean, très rapide, et après on passe à Cédric Fechter. Oui, je crois que cet exemple, le secteur agroalimentaire, c'est aussi une illustration d'un phénomène plus général, qui est le fait que l'Europe a une ambition normative, que d'une part, il y a vraiment besoin d'une complémentarité, d'une clarté, et que l'État joue son rôle dans la définition de normes qui soient claires, qui soient adaptées aux demandes démocratiques et qui soient mises en œuvre de façon efficace. Et puis, donc c'est important de le faire en complémentarité. Et puis, il y a un environnement international qu'il faut gérer dans ce cadre, parce que, à bien des égards, l'Europe est mieux disante par rapport à ses partenaires. Donc, c'est aussi important, je pense, de l'intégrer pleinement dans les accords commerciaux, par exemple, qu'on fait, et dans nos politiques d'ouverture, pour faire en sorte que, justement, cette ambition normative, non seulement elle soit efficace, mais en plus qu'elle soit soutenable, justement. Cédric Fechter, vous êtes président du directoire des aéroports de Lyon. C'est très intéressant de parler de mobilité dans ce contexte, mobilité comme levier d'autonomie durable aussi. Hein. Comment les aéroports de Lyon contribuent-ils à sécuriser les chaînes de valeur et à renforcer l'autonomie durable dans le territoire ? D'abord, je viens d'entendre la notion d'intérêt général. Un aéroport, on l'oublie peut-être un peu souvent, c'est d'abord et avant tout un service public, ce qu'on appelle le service public aéroportuaire. Et donc, quand on exploite un aéroport, on est un délégataire de service public. Et c'est une notion qui est extrêmement prégnante dans l'ensemble des actions que l'on porte lorsqu'on développe une telle infrastructure. Si on regarde les aéroports de Lyon, donc on parle de Saint-Exupéry et de l'aéroport Lyon-Bron, sous l'angle macroéconomique, ce qui est un angle qu'on aborde assez rarement. Je l'ai regardé pour sa match particulièrement. Aéroport de Lyon, c'est plus de 40 000 emplois qui sont soutenus sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, première région industrielle de France. Et sur ces 40 000 emplois, il y en a 7 000 qui servent au fonctionnement quotidien de nos deux plateformes. Si je continue de dérouler sur ces 7 000 emplois, il y en a 4 500 qui servent à l'exploitation commerciale et 2 500
qui servent à une zone dont on ne parle pas beaucoup, qui s'appelle la zone cargo-port, qui est en lien avec le fret, l'activité fret et l'activité logistique, et qui est très forte à Lyon, qui est très intéressante parce que notre aéroport se situe dans un pôle multimodal, et on profite de cette intermodalité justement pour essayer de développer l'ensemble des modes de transport utiles à notre économie, utiles à nos industriels, aux hommes et aux femmes qui sont dans cette salle aujourd'hui. Sur les 50 dernières années, depuis que Saint-Exupéry existe, 50 ans, c'est 1,5 milliard d'euros qui ont été investis par Aéroport de Lyon et l'ensemble des tiers investisseurs. 1,5 milliard d'euros sur la zone fret logistique. Je vous ai dit 2500 emplois aujourd'hui. C'est 1,5 milliard d'euros de plus qui seront investis sur les 2 prochaines années. Donc on voit qu'on est sur un effet d'accélération. Et je tenais à vous le dire parce que qu'est-ce que ça va créer? Ça crée tout de suite des emplois, des milliers d'emplois. Il y a 3000 emplois qui sont attendus sur les 2 prochaines années. Ces emplois, ce sera avant tout des emplois qui aujourd'hui concernent des personnes qui sont au RSA. Le RSA, il est financé par une collectivité publique qui s'appelle le département, qui, on le sait, est assez exsangue financièrement. Donc, et nous, on est en partenariat avec des institutions publiques comme France Travail depuis des années, qui fait que chaque emploi créé sur la plateforme aéroportuaire, on participe à en faire la promotion de manière très efficace, et ces emplois sont d'abord et avant tout occupés par les riverains. À 60% des emplois créés sur l'aéroport de Lyon sont occupés par des riverains de l'aéroport. Ça veut dire que quand on crée cette dynamique de développement qui sert aux entreprises qui sont dans la salle sur la partie fret cargo, on crée aussi des leviers d'enrichissement des départements, du Rhône et du Nord-Isère en particulier, qui vont pouvoir servir demain en tant qu'argent public à travailler, à investir sur des routes, sur des accès, sur des nouveaux ronds-points, qui participent eux aussi à rendre nos territoires plus autonomes et plus dynamiques économiquement. Donc ça me semblait intéressant de commencer mon propos par ces données macroéconomiques qui font que s'il n'y avait pas d'aéroport de Lyon, il y aurait 2 milliards d'euros de richesse environ en moins de produits sur notre territoire. Voilà, quand on parle de souveraineté et d'autonomie, c'est important. Après, évidemment, un aéroport, j'aurais pu commencer par ça, mais je l'ai fait autrement, c'est aussi et d'abord un outil de connexion. On parlait tout à l'heure de l'arme économique qui existe. On voit que lorsqu'il y a des tensions avec une nation au niveau géopolitique, une des premières actions qui est prise, c'est de l'empêcher de se connecter au reste du monde en faisant en sorte d'empêcher le survol de ce territoire ou que ces compagnies aériennes puissent librement accéder à nos infrastructures aéroportuaires. Aéroport de Lyon, c'est la 3e plateforme régionale en France en termes de volume de trafic. Après Paris? Après, alors en régional, donc c'est 4e en France après Paris qui est loin devant tout le monde. Paris est le désert français. Ensuite, on a Nice, Marseille et quasiment à égal volume l'aéroport de Lyon. Mais plus que le volume de trafic, qui ne représente pas un objectif en soi pour nous. C'est la densité. Notre objectif, c'est vraiment de faire en sorte que le maillage qu'on permet depuis l'aéroport de Lyon, la connexion qu'on va permettre aux entreprises avec leurs clients, leurs fournisseurs, soit le plus pertinent possible par rapport aux besoins. C'est lié au trafic aussi, et puis il y a la concurrence internationale aussi. Forcément, je pense qu'il y a une volonté d'ouverture vers les grands hubs européens, etc. Comment vous conciliez tout ça? On fait en sorte... Et l'ancrage territorial fort, évidemment. D'abord, l'ancrage territorial, il est très fort. Il est lié aussi à la manière dont nos actionnaires sont représentés. On est quasiment à égalité entre actionnaires privés et actionnaires publics. Notre maison mère, c'est Vinci Airports, qui est le premier opérateur privé au monde aéroportuaire, mais on est aux côtés de la CCI, qui est un grand acteur actionnaire de l'aéroport, les collectivités publiques, régions, métropoles et puis département du Rhône. Ça, c'est pas rien de le dire, parce que ça nous permet, avec notre ancrage très fort dans les milieux économiques, dont le MEDEF, ça nous permet de comprendre les attentes des entreprises et de faire en sorte qu'aujourd'hui, on a plus de 140 destinations, donc 2e aéroport derrière Paris en termes de destinations, qui permettent un maillage, une densité court-moyen courrier extrêmement efficace. Et vous parliez des grands hubs internationaux, sachez que l'aéroport de Lyon est connecté à plus de la moitié des aéroports dans le monde entier avec une seule escale, parce qu'on a travaillé toutes les connectivités avec les grands hubs et les compagnies qui opèrent ces grands hubs,
Donc évidemment, on pense à Paris, à Madrid, à Londres, mais au-delà de ça, à Helsinki avec Finnair, à la Pologne avec la compagnie nationale, à l'autre. Donc tout ça nous permet à la fin de permettre un accès à la moitié du monde en une seule escale depuis l'aéroport de Lyon. Donc ça, c'est un élément très fort. On a aussi, je parlais de Bron tout à l'heure, il ne faut pas l'oublier, l'aviation d'affaires joue un rôle qui peut être extrêmement important pour de nombreuses entreprises pour assurer des connexions rapides. Donc on promeut ça aussi. Et puis quand on parle de fret, je parlais de la zone cargo-port, sachez qu'Aéroport de Lyon, c'est le deuxième aéroport derrière Paris, le premier au niveau régional en matière de fret transporté. On est à plus de 54 000 tonnes de fret et vous comprenez qu'avec tout le développement de la zone que j'évoquais, les investissements qui sont en cours, c'est clairement une activité qui est amenée à se développer. Ce qui n'est pas rien, on parle souvent de mobilité et de durabilité, je crois que vous allez m'interroger là-dessus. Mais oui. Avec tout ce que vous venez de dire, comment on concilie voilà, la nécessaire expansion, finalement, les connexions, la connectivité, la mobilité et la durabilité? Là aussi, il faut sortir des idées reçues. En 2017, après la privatisation d'Aéroports de Lyon, le groupe Vinci, donc à 75 aéroports dans le monde, s'est posé la question de sa position dans une activité carbonée. La mobilité, c'est 31% de l'empreinte carbone dans le monde. L'industrie aéronautique, c'est 3 à 4% de cette empreinte, selon les données du GIEC. Et si on ne fait rien, en 2050, ce sera le double. Donc il y avait un intérêt évidemment essentiel de responsabilité citoyenne à considérer qu'on ne pouvait pas opérer et gagner de l'argent avec une activité carbonée sans se poser la question de notre place dans le monde de demain et de cet enjeu de la décarbonation. Donc, typiquement, en 2017, on a lancé un plan de performance environnementale qui a vraiment concerné l'ensemble des aéroports dans le monde de Vinci Airports, et en particulier Lyon, qui se veut une vitrine de cette excellence opérationnelle. Et on a mis en place des investissements, et surtout, au-delà des dizaines de millions d'euros qui ont été investis en faveur de la durabilité, on a aussi changé complètement notre mindset, notre philosophie. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, le volume n'est pas en soi un objectif. Notre objectif, c'est de répondre aux besoins d'un territoire et de chercher derrière à être en phase avec nos objectifs en matière de performance environnementale. Le volume, il vient naturellement en fonction des besoins des entreprises. Je peux vous dire que depuis 2019, ces entreprises, on parlait de leurs responsabilités, elles le sont. Nous, on le voit dans les segments qui portent la croissance du trafic et ceux qui le portent moins. On voit des changements parmi ces jeunes entrepreneurs. Nous-mêmes, on change. Il y a des voyages qu'on faisait auparavant qu'on ne fait plus du tout. Donc les voyages qui sont faits aujourd'hui, ce sont des voyages qui sont nécessaires pour le développement d'un territoire, de son économie, sa souveraineté, tous les éléments qu'on aborde depuis le début de cette table ronde. Et concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Aéroport de Lyon va pouvoir annoncer dans les semaines qui viennent, une fois qu'on aura obtenu la certification internationale qui nous permettra de communiquer dessus, que tous nos efforts ont porté leurs fruits, puisque aujourd'hui, on est à quelques semaines de pouvoir se déclarer net zéro carbone sur nos scopes 1 et 2. Ça veut dire rien compris. Alors, net zéro carbone sur le scope 1 et 2, mais c'est bien que vous posiez la question, parce que c'est vrai qu'on parle parfois un peu de manière technique. Ça veut dire que si on n'avait rien fait, aujourd'hui, Aéroport de Lyon générerait 13 500 tonnes de carbone chaque année du fait de son activité propre. Le fait qu'on ait fait quelque chose fait que l'année dernière, on a généré 389 tonnes de carbone. Et vu que dans le même temps, on s'est associé avec l'Office national des forêts, on s'est fait auditer par des associations qui sont très exigeantes, comme France Nature Environnement, pour investir sur de la reforestation dans le Beaujolais, en local, pour justement venir compenser ce talon de 500 tonnes en dessous duquel on sait qu'on aura du mal à descendre, c'est ce qu'on appelle vraiment nos émissions résiduelles. Eh bien, on peut aujourd'hui aller chercher cette certification pour être net zéro carbone. Ça semble simple. On sera le 21e aéroport dans le monde à l'obtenir, sur des milliers d'aéroports, le 21e. On sera le deuxième en France derrière Toulon, qui était déjà un aéroport de Vinci Airports, mais qui fait 300 000 passagers. Donc on sera le premier avec plus d'1 million de passagers. Et ça veut dire qu'on a été couvrir l'ensemble. D'abord, toute notre énergie est 100% verte. On a été couvrir l'ensemble de nos parkings en ombrière. Si vous passez aujourd'hui en tant que client passager sur la plateforme, vous voyez que ça. On a amélioré l'expérience client. Les voitures, elles sont moins chaudes, il y a moins de pluie, il y a plus de lumière. Mais surtout, on fait en sorte de produire 24 gigawattheures par an d'énergie verte. Une partie pour notre autoconsommation, l'autre partie qu'on injecte dans le réseau territorial. 24 gigawattheures, c'est l'équivalent de 9000 foyers de consommation électrique par an. Et
Et derrière, on produit des nouveaux services, bien sûr pour nos passagers, mais bien au-delà, pour tous les habitants du territoire sur lequel on est. Je vous cite un exemple, 850 bornes de recharge électrique qui sont en cours de déploiement, 850 bornes, donc ça servira à nos collaborateurs, ça servira à nos passagers, mais bien au-delà, ça va servir à l'ensemble du territoire. N'importe qui a une voiture électrique ou qui n'a pas encore fait le switch, nous on a tous fait le switch à l'aéroport de Lyon, mais qui n'a pas encore fait le switch sur du full électrique, pourra demain s'acheter une voiture et s'assurer de pouvoir recharger au sein de notre infrastructure. Cédric Fechter, vous parlez du voyageur, du client, il ne faut pas l'oublier, parce que tout ça, finalement, il est au cœur du dispositif. Je voudrais qu'on dise quand même un mot, parce que, et ça va être l'objet de la table ronde suivante aussi, de l'intelligence artificielle, comment elle transforme aujourd'hui votre métier, le travail de vos agents, et aussi le parcours du voyageur. Quelle utilité vous en faites spécifiquement aux aéroports de Lyon? Je comprends qu'il reste 1 minute 45, je vais faire très vite. Non, faites votre vie. Ah bon, très bien. Bon, alors je vais prendre 25 minutes. Non, vous inquiétez pas. On a, sur les 75 aéroports du groupe, on a la chance d'avoir 3 centres d'excellence en matière d'innovation. Et nous, Lyon, avec Lisbonne et Gatwick, Lyon a été choisi pour être le centre d'excellence innovation au service du passager, au service de l'usager du service public aéroportuaire. Et c'est ce qu'on fait depuis plusieurs années. Je vous cite juste quelques exemples pour vous rendre compte de ce que ça veut dire concrètement. On a développé avec une start-up, Stanley Robotics, un robot voiturier qui permet d'avoir une expérience un peu sympa où on voit sa voiture qui est garée par un robot avec beaucoup d'autonomie digitale. Ça plaît beaucoup aux clients. Nous, ça nous a permis de créer 50% de places supplémentaires sans imperméabiliser de surface foncière additionnelle. Donc ça, c'est un premier élément où on allie à la fois l'expérience client, la responsabilité environnementale, la durabilité et notre façon de concevoir la manière de préserver la question de l'imperméabilité des sols. Au-delà de ça, bien sûr, on a des outils comme Monas, un compagnon voyage qui vous accompagne. Donc là, on est sur le digital qui vous accompagne tout au long de l'expérience client. On a en ce moment 2 innovations qui sont en test à l'aéroport de Lyon. Il y en a une, c'est avec l'intelligence artificielle, une vitre connectée avec un agent virtuel qui répond en 30 langues à toutes vos questions. Vous voyez, ça va nous permettre demain de disposer cet agent virtuel, y compris dans toutes les zones de l'aéroport où il n'y a pas grand monde, où les gens peuvent être perdus, et ils peuvent être perdus sans qu'il y ait personne pour leur indiquer où ils seront. Là, demain, on sera capable de répondre à toutes leurs questions, en toutes leurs langues. Et puis, évidemment, derrière, il y a un accompagnement en 3D avec des maps qui s'affichent pour vous indiquer l'endroit où vous avez besoin d'aller, en plus de vous avoir renseigné. Ça, c'est quelque chose qui est déjà commandé par Lisbonne, par Budapest, par Gatwick, parce que ça répond à un vrai besoin de nos clients. Je pourrais aussi vous citer, en ce moment, on a planté des capteurs un peu partout côté piste et on récupère des données avec les compagnies aériennes partenaires. Ça nous permet de calculer leur empreinte carbone, leurs émissions carbone lorsqu'elles sont au sol. Et en fonction de ça, on est en train de travailler sur des nouveaux cheminements au sol pour essayer de décarboner ce qu'on appelle le scope 3, c'est-à-dire l'empreinte carbone qui est liée aux partenaires de l'aéroport de Lyon et qui représente évidemment le grand enjeu de notre industrie. Et le dernier point sur lequel j'ai envie de vous citer cet exemple, il n'y aura pas de décarbonation de l'aviation sans biocarburant. Aujourd'hui, on travaille main dans la main, demain avec la CCI, on travaille aussi avec des startups du type Energo, qui sont soutenues par Only Lyon. Tout à l'heure, par exemple, on en parlait, Bertrand qui était dans la salle. On essaye de créer toute une chaîne industrielle pour la création d'un biocarburant local, régional, qui sera utile aux compagnies aériennes demain, qui auront besoin de l'acheter, mais à un prix compétitif. Donc, il y a un énorme enjeu de création de l'ensemble de la zone de la chaîne industrielle. C'est clé parce qu'en 2030, les compagnies aériennes, réglementairement, devront mettre 6% de leur carburant en biocarburant. Et la dynamique va ne faire que s'accélérer jusqu'en 2050. Une infrastructure qui n'aura pas pensé cette chaîne industrielle en local, avec ses entreprises, avec son territoire, n'offrira plus la même capacité de connexion de son territoire au reste du monde et ne jouera moins ce rôle clé en matière de mobilité et de souveraineté et d'autonomie du territoire. Merci beaucoup à tous les 3. Merci.